Salut à tous, heureuse de vous retrouver pour un nouveau 18h de Télé Nantes. J'espère que vous avez bien profité de vos vacances si vous avez eu la chance d'en avoir. En tout cas, pour le programme de ce soir, on peut le résumer en 2 gestes. Celui-là, d'abord, et après... Du Hellfest et du manger, c'est un petit peu le programme du 18h de Télé Nantes du jour. Le Hellfest, et oui déjà, même si le festival n'a lieu qu'au mois de juin, les 17, 18 et 19 juin, il y a déjà plein d'actu autour de ce festival. Déjà la programmation qui a été révélée vendredi dernier avec 2 belles têtes d'affiche, Rammstein et Black Sabbath, on va en reparler, mais aussi un beau bébé, un beau livre de 336 pages qu'il est là, voilà, sur les 10 ans du festival. On va en reparler dans quelques instants avec notre invité. Et puis côté chronique, on retrouvera Lucie qui va nous parler non pas de l'art d'accommoder les restes, mais de l'art d'accommoder les détritus, carrément. C'est une autre manière de réduire nos déchets. L'enfer de Clisson et les chips d'épluchure de pommes de terre, voilà le programme du 18h de Télé Nantes qui démarre tout de suite. Et pour parler de l'enfer de Clisson, du festival du Hellfest, je suis avec Alex Rebec. Bonsoir. Bonsoir Annelise. Qui a beaucoup souri à cette juxtaposition d'enfer de Clisson et de chips de patates. Mais voilà, oui. C'est ça. Ce sera ça le programme du jour. Vous êtes chargé de communication et de promotion du festival Hellfest. Avec vous, comme je le disais, on a deux beaux dossiers à aborder. La programmation 2016, enfin révélée. Et puis ce livre sorti en début de mois qui compile tout un tas de souvenirs notamment et de ceux qui font le festival depuis 10 ans. On va commencer par peut-être le chaud bouillant, l'actu du week-end. On a eu à peine le week-end d'ailleurs pour digérer les 130 groupes qui ont été annoncés vendredi. C'est ça. Les 2 gros noms, je l'ai dit, Rammstein et Black Sabbath. Il y a aussi Megadeth, Slayer, The Offspring, Korn, Bullet for My Valentine. Alors je ne vais pas tous les dire, attention, n'ayez pas peur. Mais c'est du lourd parce que même moi j'en connais plein. Donc c'est dire, c'est pas que quand même pour les spécialistes. Même il y a des groupes, voilà, Korn, The Offspring. On a écouté ça dans les années 90. Ah oui, de toute façon, le festival essaie de proposer un line-up assez éclectique pour les néophytes et puis aussi pour les fans les plus aguerris. Donc c'est normal si vous connaissez quelques noms, on est bien content de parler à tout le monde et puis de parler aux plus grands fans, quoi, bien évidemment. Ouais. Alors pour parler à tout le monde, quand on dit line-up, ça veut dire... line-up, c'est la programmation. C'est la programmation. C'est la programmation, voilà. En bon français. Rammstein et Black Sabbath, qu'est-ce que ça donne ? Je vous propose de voir ça en quelques secondes. Donc oui, Rammstein, c'est bien de l'allemand. Hein. Oui, c'est bien de l'allemand. Tout à fait ça. Et là, ce qui est dommage, c'est qu'on a affaire à un clip vidéo, mais la particularité du groupe, c'est que sur scène, ils se produisent avec des effets pyrotechniques absolument monstrueux. Et on a réservé ça aux spectateurs du Hellfest de juin. On n'a pas voulu tout dévoiler. Voilà, c'est quand même quelque chose à voir. Et c'est une de nos premières contraintes de pouvoir accueillir le groupe, puisqu'ils demandent des conditions techniques assez lourdes. Ouais. Mais on est très content de les accueillir. Et c'est quelque chose. C'est un groupe qui était très attendu chez nous. Donc, c'est une grande première. C'est souvent aussi ce qui fait le spectacle au Hellfest, c'est ça, c'est les spectacles pyrotechniques, même les groupes comme Kiss qui se sont produits aussi. Quand ils se produisent sur scène, il y a du décorum, il y a de l'ambiance derrière. Mais là, c'était le plus qu'on vous ait jamais demandé avec Rammstein. Ah oui, mais c'est très très particulier. Ils mettent le feu, donc on va dire qu'il est au sens propre du terme. Oui. Donc la scène est en feu, hein. Donc projection, lance-flamme et j'en passe. Hein. Donc oui, c'est vraiment très particulier. Autour, au cas où. Oui, c'est très très particulier. Nous, c'est le nom d'une technique assez lourde pour accueillir un groupe comme ça, hein, allemand, qui plus est. Mais oui, c'est quand même quelque chose à voir sur scène. Hein. Alors, sur une échelle de 1 à 10, vous mettez combien à cette programmation 2016 ? Cette programmation 2016, il faut dire qu'elle n'est pas finie. Donc, il manque encore une petite trentaine de groupes et des gros noms qui, j'espère qu'ils devraient tomber à la rentrée, hein, donc en 2016. Et je pense qu'on peut mettre peut-être entre un 7 et un 8. Hein. Je ne vais pas dire 10 parce qu'on cherche toujours à faire de mieux en mieux, bien évidemment. Mais je pense que c'est un très bon cru de ce qui se fait en termes d'actualité. Et on est content d'accueillir aussi Black Sabbath. C'est leur dernière date en France. Donc c'est la dernière date de Black Sabbath qui arrêteront après. C'est leur tournée d'adieu cette année, ils arrêtent à Clisson, en apothéose. Ça n'arrête pas à Clisson, c'est leur dernière date en France, voilà. Mais on est très content de les accueillir, bien évidemment. Et oui, je pense que c'est une programmation qui a l'opportunité d'accueillir quand même des grands groupes. On a trois noms ce qu'on appelle le Big Four, donc Anthrax, Megadeth et Slayer. On a un show spécial avec Ghost. C'était quoi le quatrième qui manque alors ?
Le quatrième qui manque, c'est Metallica. C'est ça le Big Four. Voilà, c'est le Big Four. Et Metallica, mais qui ne sera pas là cette année, puisque tout simplement, ils enregistrent, ils sont indisponibles. Donc, on espère qu'un jour, Metallica aura l'honneur de se produire chez nous. Ouais. Parce qu'il manque, un troisième nom. Il y a 3 têtes d'affiche en général au Hellfest. Voilà. Là, il y a Rammstein et Black Sabbath, on l'a dit. Donc, ce ne sera pas Metallica, ce ne sera pas AC/DC non plus. Ça ne sera pas Metallica, ça ne sera pas AC/DC. Voilà. Et ce sera donc... on verra bien. J'ai tenté le coup. Iron Maiden non plus. Et pour le moment, non, ça sera, puisque Iron Maiden ne se produira pas au Hellfest non plus cette année. Mais ils se produisent une semaine avant chez des petits nouveaux, des petits concurrents. C'est un festival Download qui aura lieu à Paris du 10 au 12 juin, une semaine avant le Hellfest. La semaine d'avant. On vient marcher sur vos plates-bandes. C'est toujours bien d'avoir un peu de concurrence, oui. Après, c'est un festival qui propose... c'est une programmation qui sera quand même plus rock, qui propose beaucoup moins de groupes que nous, puisque nous, on est sur un panel de 160 groupes, alors qu'eux, ils vont plutôt proposer une trentaine de groupes. Ils sont sur l'hippodrome de Longchamp, et je pense qu'ils n'approchent pas du tout le festival de la même façon. Hein. Donc, c'est vrai qu'on a un plus gros travail de scénographie, mais c'est vrai qu'ils annoncent quand même là, ils ont 3 têtes d'affiche qui sont assez costauds. Hein, donc, mais ça se passe bien, on a des échanges très cordiaux avec eux. Ça nous permet aussi de pouvoir affronter les négociations ensemble, de voir quand les groupes sont en tournée. De faire du tir groupé éventuellement pour faire venir certains groupes. Pourquoi pas. Après, ça reste quand même de la concurrence, et c'est toujours bien d'avoir de la concurrence pour permettre aux festivaliers de pouvoir comparer ce que proposent un peu les géants en termes de festival. Donc là, il y en a qui feront sans doute Paris en juin, et puis juste après Clisson. Peut-être il y en a qui feront les deux. Oui, il y en a. Je pense qu'il y en aura. Déjà, il y a des gens qui n'ont pas eu l'opportunité d'acheter un pass pour le festival. Et moi, je suis content pour eux qu'ils puissent voir un groupe comme Rammstein aussi au Download. Hein. On est là aussi, même si on est producteur de musique, on est aussi là pour que les festivaliers puissent. Parce qu'on aime la musique. Parce qu'on aime la musique, bien évidemment. Et alors justement, vous dites, ceux qui auront peut-être la chance de voir Rammstein à Paris, et parce qu'ils n'auront pas la chance de le voir à Clisson, parce qu'on va revenir un petit peu en arrière. Vous lancez la billetterie le 15 septembre dernier, vous ouvrez la billetterie très tôt quand même pour un festival qui a lieu en juin prochain. Et dans la journée, il y a des dizaines de milliers de places qui s'écoulent, sans programmation, tout ça évidemment. Vous annoncez juste les dates, il n'y a pas de programmation. Le 30 octobre dernier, vous annoncez donc, la programmation, vous remettez en vente des places, et ça y est, maintenant, il n'y a plus de... Il n'y a plus de passe 3 jours, c'est fini. Plus de passe 3 jours, ouais. C'est sold out. D'habitude, donc chaque année, on ouvre pendant l'exploitation, on met en vente un petit delta de places. On a vendu 5000 billets pendant l'exploitation. Donc les gens venaient au Hellfest et achetaient leur place pour l'année N+1. D'accord. Donc ils nous faisaient confiance là-dessus. Donc c'était avantageux pour nous. Ça nous donnait un peu de trésorerie pour relancer l'activité du festival sur l'année d'après. Et cette année, on a décidé, on s'est dit, les festivaliers nous font confiance. Après tout, pourquoi on peut très bien ouvrir la billetterie en amont. Sans annoncer de groupe, puisqu'on n'était pas en mesure de le faire. Et c'est vrai qu'on a été un peu surpris du très gros succès, puisqu'on a vendu énormément de places. On a été contraint d'arrêter la vente des places, parce que sinon on aurait annoncé les groupes sans aucun billet. Ouais. Donc on a arrêté la vente de places et on l'a réouverte vendredi dernier, et donc il reste à peu près 10 000 places et tout est parti en moins de 2 heures. Alors ce qui est dingue, c'est que les fans vous font une confiance absolument aveugle en fait, parce que les passes 3 jours, c'est pas donné, mine de, c'est quand même 197 €. Donc ils signent un chèque, mais sans savoir ce qu'ils vont voir. C'est une confiance c'est une grosse confiance, et c'est aussi une grosse responsabilité, puisque quand vous payez 197 € pour quelque chose dont vous savez ce que vous allez voir, c'est pas pareil que quand vous payez quelque chose et vous attendez un résultat. Donc on est toujours très frileux face à cette spéculation. On parlait de Metallica tout à l'heure, beaucoup de gens attendent Metallica, et on n'est pas en mesure de les avoir parce qu'ils sont indisponibles. Mais c'est vrai que beaucoup de gens nous font confiance. Maintenant, ils connaissent le festival, ils savent que chaque année, on essaie de faire de nouvelles choses, d'être plus à l'écoute, de proposer des infrastructures d'accueil, une couleur de programmation intéressante. Et c'est ce qui fait aussi un peu que le festival marche. Après, on a aussi de plus en plus de gens qui ne sont jamais venus à Hellfest et qui viennent cette année. Donc, il y a des gens qui découvrent aussi le festival pour la première fois. Malheureusement, nous, on ne peut pas accueillir tout le monde. On a une jauge limitée. C'est un peu de la frustration, finalement, aussi.
aussi. Certains doivent gérer leur frustration de ne pas pouvoir venir. Oui, c'est vrai que y a beaucoup de gens qui veulent venir. On est conscient que le festival est à la mode, que tout le monde en parle, et qu'il y a quand même une certaine émergence qui se passe autour du festival maintenant. Mais voilà, nous on veut garder quand même pour des conditions de confort aussi. On peut pas accueillir du monde parce que sinon ça deviendrait des conditions très désagréables avec trop de personnes. Donc voilà, nous on a une jauge, on doit s'y respecter, et après on est quand même obligé de lancer une billetterie. C'est ce qui fait aussi que le Hellfest se passe bien d'année en année. C'est parce que voilà, tout ça est bordé aussi, et bordé de la part de l'équipe de l'organisation, évidemment. Comme troisième nom suggéré dans l'oreillette, peut-être un groupe qui se reformerait, c'est Téléphone. Au Téléphone, c'est pas hyper Hellfest. Ça reste du rock, c'est pas trop Hellfest. Non, pas Hellfest, ce sera pas Téléphone. Désolé pour Glenn Derrière, notre ingénieur du son, qui suggérait ça. Le Hellfest, en tout cas, un des 2 plus gros festivals de France. Il y a les Vieilles Charrues et il y a le Hellfest. C'est ça. Mais vous gagnez en matière de bière. Ça, vous tenez à le dire quand même. Oui, nous sommes les plus gros buveurs de bière, et on a la chance d'avoir un public qui sait boire de la bière, qui sait se tenir. Et c'est vrai qu'on est fiers d'être le plus grand consommateur de bière. Voilà, et justement, ça me fait aussi ma transition avec le livre, parce qu'il y a un livre qui est sorti sur les 10 ans du festival. Et à la toute fin du bouquin, il y a des graphiques, des chiffres, évidemment. Les chiffres toujours vertigineux du Hellfest, de fréquentation, d'hectares, de scénographie, etc. Et de bière. Donc c'est écrit là. 285 000 litres de bière ont été bu depuis le début. Non, ça c'est juste l'édition 2015. Voilà, la dernière édition, on a presque bu 1 million de demi. C'est ça, plus d'1 million de verres de 25 centilitres de bière, de 16 enseignes différentes. Voilà, c'est ça. Voilà. Faut savoir que nous, la bière sur le festival, elle circule via des pipelines qui sont sous terre. On n'est plus à l'époque de... C'est même plus des citernes, quoi. C'est vraiment, il y a des... on a tout un réseau pour pouvoir s'occuper des festivaliers comme il se doit. Ouais. Voilà. Donc ça fait partie des infos qu'on trouve dans ce bouquin, notamment. C'est une toute première d'avoir un livre sur le festival, en tout cas fait par les gens du festival, à votre initiative, le livre des 10 ans. Et ça cartonne aussi déjà, puisqu'il y a eu 10 000 exemplaires de tirés, et ils sont déjà tous partis. Tout est parti. On a fait ça. On a été approché par Monique Beaujean qui voulait un peu approcher le festival, proposer un bouquin. Et nous, c'était quelque chose qui nous tenait un peu à cœur, mais on voulait quand même surveiller. Parce qu'on n'est pas là pour parler exclusivement de musique, on veut vraiment parler du festival en lui-même et de tous ceux qui travaillent, de tout ce qui est devant, derrière et à côté de la scène et des coulisses du festival. Et c'était quand même, on nous a proposé un premier éditeur qui ne respectait pas des conditions ça nous intéressait moins. Et quand après, le projet a été repris par Hachette et qu'on a eu l'opportunité d'avoir une grosse diffusion. Et c'est vrai que le premier tirage était fait à 10 000 exemplaires et qu'on nous a dit que c'était déjà il y avait un nouveau tirage qui était mis en place. On a des très bons retours, le bouquin plaît, on a voulu mélanger des anecdotes, un contenu textuel un peu sympa, un peu décalé, avec des belles photos, avec des écus que nous on a mis en place, des photos que nous on a choisies. On a quand même on est resté quand même très impliqué. C'est pas nous qui avons fait le livre. Par contre, on est resté très très impliqué dans la conception, dans les orientations. Oui. Alors c'est un livre aussi un petit peu historique, évidemment, où on retrace l'histoire du festival depuis sa création, avant même avec le Fury Fest. Et puis comme vous l'avez dit, c'est derrière, devant, autour et sur la scène. Et c'est pour ça l'envoi des images du public. C'est pour ça que là vous montrez les gens qui sont devant la scène. Le public, c'est important évidemment. Pour le Hellfest, on le voit, c'est un petit peu Halloween au mois de juin, mais c'est du déguisement, c'est des tatouages. On voit que tout le monde a la ganache, tout le monde est content d'être là. Et puis un festival, c'est les gens avant tout, c'est ça, c'est ce rassemblement de gens. Donc c'est important nous on met en avant nos artistes, bien évidemment, le public, mais et aussi tous nos bénévoles qui sont derrière, parce que nous on travaille avec plus de 3000 bénévoles. C'est important sans eux le festival n'existerait pas, quoi, et sans le public non plus d'ailleurs. Et alors justement, on a vu, là on voit encore les images, il faut venir déguisé, c'est obligé ou pas forcément? Non, pas du tout. Chacun vient comme il veut, du plus petit, du plus simple appareil jusqu'à des cosplays complètement fous. Le plus simple appareil, c'est véridique, j'imagine, il y en a vraiment qui viennent. Oui, et en fait, les gens sont contents de venir un peu, de se lâcher complètement. Personne n'est jugé, on vient comme on veut et on est content. En plus, ça donne encore plus de couleurs au festival. C'est ça fait des belles photos. C'est très sympa. On sort quand même des clichés où
parce que nous, on travaille avec des codes qui sont dans le rock et dans le métal, où généralement les couleurs prédominantes sont noires. Mais là, comme vous aujourd'hui, avec des t-shirts qui se crèvent là comme ça. Alors, c'est pour crever l'écran, c'était ça? Non, c'est une marque que j'aime bien. Mais enfin, tout ça pour dire que oui, on est quand même dans un festival où il y a beaucoup de couleurs, il se passe beaucoup de choses, beaucoup de gens différents, beaucoup de ganaches différentes et surtout multigénérationnels. Aussi, on oublie de le dire, il y a quand même des petits comme des grands qui viennent au Hellfest. Et puis alors, vous avez accordé aussi de l'importance au style, parce que vous avez dit, c'est pas vous qui l'avez fait, c'est écrit par Lilo Jimmy Battista. Oui. Alors pour les néophytes, c'est une plume assez connue quand même de magazines comme Noisy ou Vice. C'est ça. Ouais. Et alors il a son style quand même. Moi j'avais envie de vous lire le début quand il dit voilà, un article paru en septembre 2000 dans le magazine Vanity Fair dans lequel l'auteur raconte sa recherche d'une vérité ancestrale, de la chose toujours insaisissable comme l'appelait Kant. On se dit du Kant dès le début, c'est pas mal. Loin d'un monde fait de faux semblants où l'élite soi-disant sophistiquée est en réalité composée de pecnos incultes, prêts à se gargariser de la moindre piquette au parfum de cassis, de tabac et de violettes rehaussées d'une note poivrée. Voilà, c'est très bien écrit. Et il fait référence aux études, d'ailleurs, de Ben Barbeau, quand même, le fondateur du Hellfest et directeur, qui a d'abord fait un BTS commercial boissons, vins et spiritueux. D'où la petite allusion. Voilà, c'est un style que vous avez voulu aussi décaler, c'est ça que vous aimez bien. Bah oui, on voulait que ce soit un peu décalé. On voulait pas, que ce soit à l'image du festival. Donc, on ne voulait pas rentrer dans un certain descriptif pompeux. Hein. On est là pour prôner un peu on est là pour s'amuser, prôner un peu le rock. Donc, il fallait que la ligne éditoriale soit respecté, bien évidemment, quoi. Et on aime beaucoup Lilo, c'est quelqu'un avec qui on a déjà travaillé et ça nous semblait... il a tout de suite été branché, donc il a lui-même fait ses enquêtes, il a approché tout le monde, approché des artistes, il a fait sa petite investigation et puis le résultat est là. Et c'est quand même assez sympa, quoi. Et on apprend des choses, hein. Même nous qui sommes vraiment en cœur, on a quand même appris des choses parce qu'on peut pas tout savoir sur un projet comme ça. Et c'est vrai que moi, quand je l'ai relu, j'ai appris quelques petites choses. Parce qu'évidemment, donc il y a la partie historique, comme on l'a dit, devant la scène, derrière la scène, il y a aussi des pages qui sont consacrées aussi à l'équipe organisatrice. Là, on vous voit tous en la petite photo de famille. On a fait une petite photo de famille, oui. Ouais. C'est une des premières fois où l'équipe est présentée au complet. Hein. Donc ça, ce sont donc tous les sédentaires qui travaillent au sein de Hellfest Productions. Mais on a voulu aussi parler un peu des codes qu'on rencontre sur le festival, que ce soit la veste à patch, les tatouages. Je ne connaissais pas le terme, mais c'est quand on a plein d'écussons. C'est ça. C'est des codes qui nous suivent depuis les années 80, qui sont toujours très, très en vogue sur le festival. Hein. Et puis après aussi quelques interviews avec quelques artistes, puis la présentation aussi de tous les artistes, de toute la composition de la programmation depuis les derniers 10 ans. Alors justement sur les groupes, parce que les groupes arrivent à la fin, hein, c'est aussi peut-être un choix. D'abord il y a tout ce qui se passe les coulisses, et puis après donc il y a les groupes qui ont fait l'histoire du Hellfest. Vous travaillez au Hellfest depuis 2012, vu vous à titre perso, mais vous n'avez jamais manqué une édition. Non, bien sûr que non. J'ai toujours été, que ce soit... oui, j'ai toujours été au Hellfest, quoi, festivalier ou invité ou musicien. Enfin, j'ai eu l'opportunité de faire toutes les éditions. Et parce qu'en tant que fan de rock et fan de métal, c'était un peu la grande messe. Il fallait venir pour... Et alors, votre meilleur souvenir, elle est dure toujours cette question, mais votre meilleur souvenir d'un groupe sur scène, un truc qui vous a scotché. C'était en 2013, je crois. C'est quand on a eu le groupe Danzig qui a dû annuler sa programmation sur les main stage. Donc les main stage sont nos scènes principales et qu'on a dû donc décaler son concert sous un chapiteau, donc une tente beaucoup plus étroite. Et j'ai eu l'opportunité de suivre tout le projet, d'accompagner le tour manager et de finir le concert vraiment aux côtés de l'artiste sur scène. Et moi qui étais un grand fan de l'artiste, c'était mon dernier concert, c'est le seul concert que j'ai eu pendant l'exploitation, donc j'étais très content de pouvoir vivre. J'étais vraiment très content. Parce que il est fait comme ça aussi d'ailleurs le bouquin pour les groupes, hein, c'est en fonction des scènes, les main stage, the altar, the temple, the valley, the warzone, voilà, et on retrouve les artistes par type de scène. Un petit mot quand même aussi de Clisson, évidemment, Clisson, parce qu'il y a un chapitre consacré à Clisson. Ouais, c'est hyper important, évidemment. Il y a un habitant sur 6, vous dites, qui est bénévole en fait sur ce festival. C'est aussi grâce à vous que Clisson est connu au niveau mondial. C'est hyper important, la ville de Clisson. Grâce à nous, on va dire que c'est grâce au rock aussi. Enfin, c'est grâce aussi à Clisson que le festival est là. Donc, il faut quand même, tous les politiques nous ont aidés pour mettre le festival en place. Et c'est vrai que maintenant, si le château de Clisson est connu jusqu'au Japon, c'est vrai que c'est grâce à Hellfest et qu'on est content de dire que Clisson est une des villes qui rock le plus en France. Hein, ça, c'est sûr. Et puis, c'est grâce à vous que Phil
H. Anselmo qui fait la préface parle du muscadet quand même en disant que c'est son petit coup de cœur, c'est le satané muscadet de Hellfest. Oui, Phil Anselmo, le chanteur de Pantera, de Down, de Super de Jour. Enfin, c'est un des grands personnages. Il vient chaque année et il revient cette année avec Down. Il est là chaque année, c'est un grand fan de muscadet et c'est un artiste qui est très proche de ses fans, très proche de nos bénévoles. Il a toujours été très présent au sein de la scène et on est très content de le recevoir. Et il dit que le festival, c'est une réunion de famille carrément. Exactement. Voilà, c'est un peu ça l'esprit de toute façon. Alors, pour le Hellfest, vous aurez compris, pour avoir des places, ce sera peut-être un peu compliqué. En tout cas, pour le bouquin, il va y avoir une réédition aussi. Vous pouvez vous le procurer. Il coûte 35 € sur le site internet. Il y a une boutique en ligne. Et il sera aussi en dédicace le 20 novembre à Clisson avec Ben Barbeau qui dédicace le livre à l'espace culturel Leclerc à Clisson. Et nous, on vous en fait gagner un aussi parce qu'on est hyper sympa. Donc, le tout premier qui dégaine et qui nous envoie un mail à jeu@telenantes.com pourra remporter ce bel ouvrage qui raconte 10 ans de Hellfest, l'esprit, les coulisses du festival. C'est jeu@telenantes.com. Voilà, vous avez vu passer le mail. Merci beaucoup, Alex, de nous avoir fait revivre ces quelques instants. Et puis, on va accueillir, comme promis, Lucie pour goûter aux chips d'épluchure de patates. C'est parti. Elle est perdue, Lucie. Lucie de l'association CLCV, Consommation, Logement et Cadre de Vie, qui partait dans le décor. Mais voilà, elle va s'asseoir avec nous. Alors, il ne nous reste plus que 4 minutes parce qu'on a été bavard. Okay. Voilà, pour vous dire un petit peu le tableau. On parle ce soir de comment, en fait, accommoder ces détritus, en gros. Voilà, c'est ça. Du coup, j'ai choisi cette chronique parce qu'en novembre, il y a la semaine de réduction des déchets. Donc, la CLCV participe tous les ans pour sensibiliser les gens. On a l'habitude de jeter sans penser à ce qu'on pourrait faire en fait. Et donc dans la cuisine, on jette bêtement. Et donc dans la cuisine, il y a plein de choses qu'on peut récupérer. Donc comme les épluchures de pommes de terre, on peut en faire. Il y a eu un teasing de dingue là-dessus, donc maintenant on veut goûter. Hein. Voilà, donc là je vous ai amené des chips de pommes de terre. Que Lucie a carrément cuisiné pour sa chronique. Des chips de pommes. On y va alors. Allez-y. C'est déjà l'apéro. Bah oui, c'est déjà l'apéro. Alors on goûte aux chips. Donc ce sont des épluchures de patates. Voilà. Donc on ne les jette plus. Non, voilà. On en fait des chips. Vaut mieux faire ça quand c'est quand même des légumes ou des fruits bio. Oui, parce que la peau, du coup, il n'y a pas de pesticides. Il y a pas de pesticides. Pas mal, c'est tout simple. Vous forcez pas à le dire. Hein. Non, c'est pas mal. Et à l'apéritif, ce qu'on peut faire aussi, c'est toutes les graines de citrouille, par exemple, les récupérer. On a creusé plein de citrouilles là pour faire des têtes d'Halloween. On récupère les graines. Récupérer les graines, les laver et les mettre au four. Et pareil, ça fait des super graines pour l'apéritif. Parce que ça, du coup, les épluchures, vous rajoutez quand même des trucs. Il y a des petites herbes ou des choses Voilà, comme ça. j'ai mis un peu d'huile d'olive et de l'herbe. Mais c'est comment le procédé? Comment tu fais? Alors, épluchures de pommes de terre, donc on lave bien. Ouais. Après, on fait sécher. Je mets un peu d'huile, herbe de Provence. Et puis à plat, du coup, sur la plaque du four. Ah oui, c'est ça, c'est même pas dans une friteuse. Non. C'est même pas si gras. Non, c'est même pas gras. C'est plus light, c'est mieux. Voilà, et du coup, les chips de pommes, c'est un peu de cannelle ou de sucre. Bon, là, j'ai pas mis de cannelle, mais un peu de sucre, tout simplement, étalé. Bon, bah, on y va aussi. Voilà. Hein, on fait un petit sucré salé. Donc, il y a plein de choses qu'on peut utiliser. Il y a aussi, donc ça, j'ai pas testé, mais les racines de poireaux. Tu sais, les petites racines. Ah, les petits filaments, là. Voilà, on peut, pareil, en faire des beignets. Ah ouais. Voilà. Donc ça sera pour la prochaine fois. Voilà, des petits beignets ou les frire un peu dans une salade. Ouais. Après, il y a des trucs connus comme les soupes de fan de radis ou des choses comme ça, en fait. Voilà. Fan de radis, fan de carottes, donc on peut faire en soupe, même rajouter dans une omelette ou en pesto aussi. Ah oui, pourquoi pas. Pesto de fan de radis, on rajoute un peu d'huile, un peu de parmesan. On met ça sur une pizza. C'est pas mal. Hein. Voilà. Donc ça, c'est des ateliers aussi que vous faites avec les gens qui viennent vous voir à la CLCV. Ils s'inscrivent et vous leur apprenez du coup, à ne pas jeter. Et du coup, quand on fait un atelier cuisine avec des habitants, on se rend compte qu'à la fin de l'atelier, il y a 0 déchet en fait. On regarde notre poubelle, il n'y a pas de déchets. Le plan de travail est propre, il n'y a plus de détritus. Voilà. Il reste un troisième truc à goûter. Attention, on ne va pas partir comme ça. Alors, ça va goûter, vous allez essayer de deviner. Je vous propose... Moi, je sais. Alors, du coup, Alex, il peut deviner. Je sais pas. Moi, je vous ai vu faire le maquillage, tartiner, tout ça. Donc, une petite gelée, quoi. Voilà, gelée de... Mais c'est ça, ouais. De trognons de pommes. Trognons de pommes. En fait, voilà. Donc, quand vous mangez votre pomme, il vous reste toujours ce trognon, ces pépins. Vous mettez dans une casserole avec du citron. Vous recouvrez d'eau. Vous laissez mijoter 30 minutes. Après, vous filtrez. Vous pesez le jus, du coup, récupéré. Vous ajoutez la moitié en sucre. Vous remettez dans la casserole 20 minutes. Et voilà.
Alors, ce qu'on va faire, Lucie, c'est que vous allez nous donner les recettes. On va les mettre sur notre site internet. Comme ça, si les gens veulent le refaire chez eux, ils auront toutes les infos sur telenonde.com. Mais là, ça coûte 0 €. Voilà. Bah voilà, l'art d'accommoder les détritus, carrément. Voilà. Merci beaucoup, Lucie, pour toutes ces infos. Et puis, évidemment, on retrouve toutes les infos de la CLCV. On peut venir vous voir comme d'habitude. Et merci encore à Alex d'être venu et de nous avoir offert un livre qui va partir chez l'un d'entre vous. Excellente soirée sur Télénantes, évidemment. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Internet, on l'a dit, www.telenantes.com et sur les réseaux sociaux. À demain.